عسلامة الناس الكل. مرحبا بكم في اللايف نتاع اليوم. دونك الناس الكل habitués le concept des lives de Go My Code. Ce soir, ce sera pas un workshop, mais ça sera un talk. Donc le concept des talks هو يبدأ عنا un invité, voilà une invitée. Donc dans ce cas, نحكيو donc في des sujets d'actualité, que ce soit des sujets tech, donc concernant la numérique, voilà des sujets concernant l'entrepreneuriat, donc des sujets concernant l'actualité en général. Désolée صوت باش يتعاود مرتين توا خاطر نسيت نسكر اللايف. دونك اليوم معنا مدام نهى بالعيد. دونك merci madame Noé d'avoir accepté l'invitation نتاعنا. ومدام نهى donc elle est consultante et formatrice en médias numériques et en communication digitale. واليوم باش تحكي لكم على la gestion des compétences RH et les enjeux numériques. Donc le sujet هذايا il peut intéresser aussi bien les professionnels que nos étudiants aussi اللي هما donc ils vont entamer inchallah bientôt une insertion professionnelle. Donc, sans plus tarder, je sais, il est déjà live bien en retard quelques minutes, mais je passe la parole à Madame Noé. On dit merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. صحة شريبتكم. صحة شريبتكم. Donc, je suis ravie d'être présente avec vous ce soir. Merci bien évidemment à WeGo to Code pour cette invitation afin d'aborder une thématique très importante à l'heure actuelle et qui est la gestion des compétences ressources humaines et les enjeux du numérique. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent de quoi on va parler ce soir. Certainement, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du capital humain, on va parler des compétences technologiques, on va parler de la situation de crise, on va parler de communication, management et autres. Alors, on aurait pu parler tout simplement de la gestion des compétences ressources humaines d'une façon générale. Or, le contexte du coronavirus a imposé qu'on parle ce soir également des enjeux du numérique. Ce soir, alors en tant que directrice des études actuellement à l'Université centrale de Tunis, mais également comme ex-project manager ou coordinatrice de projets nationaux et internationaux, généralement dans le domaine des médias de la com, je vais essayer de mettre l'accent sur le management organisationnel avant et au cours de la crise du coronavirus. Parce que quand on a choisi donc ce sujet-là, avec donc l'équipe de WeGo to Code, on a choisi donc la thématique en relation avec le contexte dans lequel nous sommes. Et on sait très bien aujourd'hui que le numérique joue un rôle primordial, étant donné qu'on était obligé donc de se déplacer vers le monde, ou virer plutôt vers le monde virtuel du jour au lendemain. Alors, quand on parle de gestion de ressources humaines, que ce soit pour les entreprises petites de taille ou grandes de taille, on parle donc de communication organisationnelle, on parle de stratégie, on parle de type et surtout, on parle d'enjeux. Mais nos enjeux actuels sont, comme vous le savez déjà, sont déjà d'ordre numérique. Et la première question qui se pose alors, et certainement vous vous posez la question, alors qu'est-ce que la gestion des compétences réellement? Alors la gestion des compétences, pour la définir d'une manière très brève, alors c'est un outil opérationnel de gestion des ressources humaines qui vise à optimiser les performances et la compétitivité de l'organisation. Ceci permet ainsi à l'organisation de faire concorder, entre autres, donc, les compétences dont elle a besoin et les compétences déjà disponibles dans son capital humain. C'est-à-dire qu'elle a déjà des compétences qui sont présentes, mais également, elle devra fixer comme objectif à développer d'autres compétences. Et je parle là de tout ce qui est savoir-faire individuel et collectif. Alors, vous allez me dire, mais il s'agit réellement de individuel et collectif? Alors, sur le plan individuel, il s'agit des connaissances, des qualifications et autres dont dispose un individu pour atteindre un objectif professionnel dans une situation donnée. C'est-à-dire chaque personne, surtout si c'est une personne qui aime bien ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire elle aime bien donc se lever tôt le matin, aller au travail, tout ça. Donc elle travaille, elle a un objectif à atteindre, cette personne-là. Et donc du coup, elle cherche cette personne à développer ses connaissances afin d'atteindre un poste meilleur. Parlons maintenant des compétences collectives. Alors, il s'agit de l'ensemble des compétences individuelles de chaque membre de l'organisation permettant à celui-ci de faire preuve d'un maximum d'efficacité. C'est-à-dire, là, on parle plutôt d'un travail collectif. Et au sein d'une organisation,
les compétences forment le capital humain, qui est en réalité un actif immatériel décisif pour la performance globale. Alors, rappelons de tout ce qui est donc routine organisationnelle, culture de l'entreprise, tout ça, alors ça représente le capital organisationnel. Alors que le capital relationnel, il se manifeste à travers le capital confiance auprès des clients, des investisseurs, des fournisseurs et autres. Donc là, on va mettre l'accent beaucoup plus sur le capital humain. Et on commence déjà par parler donc de gestion des ressources humaines, notamment donc la place du numérique avant l'émergence du coronavirus. Alors avant la crise du coronavirus, les organisations avaient toujours tendance à avoir un capital humain fort, très fort même, pour réaliser leurs objectifs. Et suite à l'étape de recrutement, généralement, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les recruteurs ou les dirigeants ou les managers, ils doivent être en mesure de gérer à la fois les compétences en présence et celles dont ils auront besoin dans le futur. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques minutes. Alors, parce que c'est la garantie pour eux de pouvoir continuer à se développer ou à gagner des parts de marché. Vous savez, quand on entame une campagne de recrutement, ou tout simplement, on recrute quelqu'un. Ce n'est pas évident qu'on tombe directement sur cette personne compétente, très compétente même, qui répond à tous les critères demandés, à toutes les exigences. On a tendance parfois à recruter tout simplement le meilleur candidat, sans que ce candidat réponde à toutes les exigences demandées ou à tous nos critères. Parfois, des compétences lui manquent déjà, mais on fixe un objectif. Genre, on a à développer les compétences de cette personne ou de ce candidat, soit via le travail quotidien, c'est-à-dire les tâches qu'on va lui faire assumer après, ou à travers une formation pré-embauche ou au cours donc de le fonctionnement de ce candidat. Et je suis passée réellement par cette situation en 2014 quand je t'ai appelée à former une équipe de community managers et qu'on a recruté une vingtaine de personnes à ce temps-là, dont aucun ne dispose d'un diplôme dans ce métier. Parce que le diplôme de community manager, c'est-à-dire la gestion de communautés en ligne, n'existait pas réellement encore en Tunisie. Maintenant, oui, parce que là, on a par exemple à l'ISAM, donc à Manouba, on a quand même donc un diplôme qui est donc le master spécialité en ingénierie média, spécialité médiation, on a le diplôme. Mais à l'époque, on n'avait pas. Et donc, j'étais obligée de recruter des gens qui avaient des diplômes dans d'autres compétences en parallèle, genre marketing, commercial ou autre. Alors, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Après la situation, donc l'étape plutôt du recrutement, alors j'ai assuré une série de formations, ou plutôt on s'en appelle donc une formation hebdomadaire à ces candidats. Et ces derniers, ils ont développé leur pratique digitale avec le temps. Et là, si vous voulez, donc je vous invite à lire donc ma recherche action sur l'insertion professionnelle du métier du community manager en Tunisie, que je l'ai présentée en 2017 à l'Université de McGill au Canada avec des collègues donc de Sherbrooke. Elle est disponible sur Google déjà pour avoir une idée comment l'insertion professionnelle de ces donc community managers a eu lieu. Surtout, c'était une période même, on a passé par la période du mois de Ramadan. Donc, c'est pas évident qu'on tombe sur cette personne qui a toutes les compétences nécessaires pour assurer un boulot. Et ce qu'il faut se rappeler donc, en tant que manager, nous avons besoin de trois choses. Tout d'abord, donc, on a besoin d'évaluer les besoins au sein de notre organisation au regard de la stratégie globale de cette organisation. Tout de suite après, on a besoin de connaître le panel de compétences dont notre organisation dispose, ce qui est loin d'être toujours le cas, malheureusement. Non seulement en Tunisie, mais même ailleurs, je parle là du contexte global et après, on va mettre l'accent sur le contexte tunisien. Et puis, le troisième point qui est très important, c'est genre d'acquérir les compétences manquantes, soit par le biais de recrutement ou à travers des formations assurées au profit de nos employés. Et en réalité, les membres de notre équipe ont besoin de développer leurs compétences sociales et organisationnelles d'une part, genre quel type de relations ils entament avec leurs collègues, mais il y a aussi la résolution des problèmes, car vous savez, donc gérer un problème est déjà une compétence à part entière. Et d'autre part, nous avons les compétences digitales, qui est sujet donc de notre donc talk ce soir. Alors, on parle entre autres des soft skills pour confronter les mutations du travail et de l'emploi et pour mieux accompagner les transitions technologiques ou économiques
et les changements d'organisation du travail qui en résultent. Et c'était bien notre cas au moment où le coronavirus a émergé du jour au lendemain. Déjà, on est encore en situation de crise, qu'on veut ou pas. On va revenir sur ça après, en rapport avec les enjeux du numérique. Mais rappelons que le manager doit se poser ces 3 questions à partir du moment où là, il est donc dans une situation, il est manager. La première, c'est genre, quelles sont les compétences dont nous avons besoin dans 3, 5, 10 ans par rapport à la stratégie que nous avons définie. Nous avons défini depuis le départ, depuis le jour où on a mis en place cette organisation, ou depuis nous avons rejoint un département au sein d'une organisation. Donc, il faut se poser cette question. La deuxième question qui doit être posée, c'est quelles sont les compétences que nous devons préparer par nous-mêmes, et qui est très importante aussi, quelles sont les compétences que nous désirons réduire volontairement, parce qu'il faut mettre en avant quelques compétences et se débarrasser d'autres compétences. Alors, je vais prendre comme exemple, je vais dire, genre, j'ai envie que tous les membres de mon équipe utilisent Microsoft Teams. Je prends ça comme exemple. Je me suis dit déjà ça en certain octobre 2018. Je voyais qu'il est quasi impossible, donc en octobre 2018, d'utiliser Facebook Messenger, vu que majoritairement les employés préfèrent séparer entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Mais en même temps, je cherchais un outil de partage instantané. Vous savez pourquoi on apprécie Messenger? Parce que ça facilite donc la discussion instantanée. Donc, c'était ça mon objectif. Je voulais réellement faciliter la conversation avec les membres de l'équipe. Alors, donc en octobre 2018, je ne savais pas qu'il y aura un jour la crise du coronavirus, mais j'avais besoin de Microsoft Teams pour gérer mon travail avec l'équipe. Et donc, j'étais appelée à leur apprendre comment l'utiliser. Parce qu'au départ, vous savez, quand on reçoit une nouvelle technologie, on trouve ça un peu difficile, alors que même la technologie, elle est facile elle-même, mais il y a toujours au départ une certaine réticence d'une manière inconsciente. Alors, rappelons déjà que Microsoft Teams fait partie du package Microsoft Office 365. Et aujourd'hui, il est parmi les 3 premiers outils utilisés dans le monde pour organiser des réunions en ligne. Et moi, alors là, donc en octobre 2018, je ne savais pas que Microsoft Teams sera vraiment l'un des meilleurs outils les plus utilisés dans le monde. C'était juste donc une obligation professionnelle. On va revenir sur ça après en rapport avec les enjeux du numérique, mais il faut noter que la gestion des compétences exige donc l'utilisation de certains outils. Et si on veut donc parler de gestion de compétences, donc elle exige le recours à l'étape de l'évaluation du rendement du personnel d'une part, et d'autre part, les résultats finaux afin de définir les compétences exigées afin de réaliser nos objectifs. Alors, certains managers ou responsables ressources humaines, ils détectent ceci à travers soit une enquête lancée à l'interne, ou sinon, d'autres, ils font recours à des bureaux de consulting. J'espère que vous êtes en train de me suivre parce qu'il y a encore des choses à en parler encore. Alors, en réalité, un système de gestion des compétences participe à la stratégie de développement global des organisations en leur permettant notamment de mieux former les ressources nécessaires en interne, favorisant ainsi leur mobilité. Mais quand une crise émerge, il faut être doté des compétences humaines nécessaires pour assurer la pérennité de notre organisation. Après tout, il faut avoir un fort capital humain pour confronter la crise. Quelle que soit la crise et quelle que soit la taille de votre organisation, petite ou grande, le capital humain est une force de n'importe quelle organisation. Rappelez-vous toujours de ça. Et quel que soit le domaine dans lequel elle excelle, cosmétique, éducation, alimentaire, médiatique, immobilier. Donc, le capital humain fait la force de n'importe quelle organisation. Mais réellement, est-ce que les managers se posent la question suivante? Comment assurer la pérennité de nos organisations en temps de crise? C'est une question cruciale que devront se poser tous les managers, même quand il s'agit d'un printemps professionnel. OK, vous n'avez pas de problème. Si vous m'entendez là, donc j'espère qu'il y a des managers qui sont présents avec qui je peux partager après, en parler encore donc de ce sujet-là et avoir des commentaires et des réponses. Et donc, OK, vous n'avez pas de problème, mais vous devrez quand même prévoir un jour que vous pouvez l'avoir ce problème-là, vous pouvez passer par cette crise-là.
Alors là, une fois qu'on est dans ce printemps professionnel, et voilà qu'à un certain décembre, on a commencé à parler du corona. Et voilà qu'on arrive au contexte du coronavirus, cette pandémie qui a émergé soudainement sans aucune alerte. Et qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain obligé de rester chez nous. Alors, face à cette crise, beaucoup d'organisations ont lancé depuis le mois de janvier 2020 la sonnette d'alerte, surtout que la décision du confinement n'était pas un choix, mais c'était une obligation. Et la question qui se pose en cœur, est-ce que les organisations étaient réellement prêtes à une telle crise? Je rappelle donc qu'on entendait par organisation une entreprise économique, donc un gouvernorat, donc une municipalité, c'est-à-dire publique ou privée. Alors, certaines organisations, en répondant à la question, donc est-ce que les organisations étaient prêtes donc, à cette crise-là? Alors, certaines non et d'autres oui. Car la mise en place d'une stratégie de crise devrait faire partie du plan de fonctionnement de toute organisation. Il faut savoir gérer une crise comme vous le savez. Alors, notons là, dans ce contexte du coronavirus, certaines organisations du pays du Sud ont lancé la sonnette d'alerte avant même que ces pays enregistrent au moins un seul cas du virus. Je parle là donc de notre région, la région du sud de la région MENA. Je parle des pays maghrébins, je parle donc de l'Afrique, tout ça, parce qu'on a reçu quand même en retard donc le premier cas. Et donc malgré qu'on n'a pas reçu en cœur le premier cas, et donc certaines organisations, elles ont lancé cette sonnette d'alerte. Et d'ailleurs, toutes les ONG internationales en Tunisie, si on se rappelle bien, elles ont arrêté leurs déplacements et réunions vers la fin du mois de février. Et rappelons déjà que le premier cas on a enregistré vers le 9 mars 2020 en Tunisie. Puis ces organisations, ces ONG en Tunisie, plusieurs, il y en a donc étrangères, là je parle, donc elles étaient les premières à se lancer dans le télétravail. Et puis, elles avaient tous les moyens, notamment donc le site adéquat pour organiser leurs réunions en ligne, que ce soit Microsoft Teams, ou Zoom, ou Google Meet, ou Jitsi, ou il y en a plusieurs. Donc, elles étaient prêtes quand même, elles avaient un plan pour ça. Par contre, beaucoup d'organisations tunisiennes, c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont réussi, mais d'autres, elles ont pris du temps après pour se convertir en temps virtuel, pour délivrer leurs services en ligne. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas une stratégie de gestion de crise déjà faite, parce qu'elles n'avaient pas les moyens technologiques, parce qu'elles n'avaient pas le capital humain adéquat. Donc, une stratégie de gestion de crise n'existait pas, les moyens technologiques adéquats, ils n'existaient pas, et enfin, le capital humain adéquat n'existait pas. C'est la raison pour laquelle donc leur retour ou leur continuité était plus ou moins en retard. Alors, depuis une dizaine d'années, comme vous le savez, la transformation numérique a touché les organisations dans leurs ensembles et particulièrement dans leur mode de fonctionnement ou ce qu'on appelle aujourd'hui le management, travail collaboratif, digitalisation, dématérialisation, autant de changements ces dernières années qui viennent impacter les fonctionnements habituels des organisations. Mais pas évident que toutes les organisations se sont adaptées, surtout que les organisations, et surtout les organisations publiques, genre municipalités, gouvernorat, ministères, là, je parle du contexte tunisien. Vous savez, on adore les paperasses, on les adore. On fait encore des demandes par envoi postal, vous le savez. La signature électronique, donc, comme action, n'est pas reconnue encore en Tunisie. La culture d'emailing n'existe pas, de façon que vous pouvez envoyer un mail et ne pas s'attendre à un email de réception parce que l'email ne fait pas partie tout simplement de notre culture. Par contre, Facebook, oui, il fait partie de notre culture. Alors, ce contexte-là qui a vraiment changé la donne. Mais c'est le cas de tous les pays du monde, après, en absence d'une loi. Il est quasi impossible de se débarrasser du document papier, sauf que nous sommes, désolé, je vous dis, franchement, nous étions en retard, mais la crise du coronavirus, tout simplement, elle a accéléré la digitalisation des organisations et notamment les organisations tunisiennes. Il a fallu du temps pour numériser nos pratiques quotidiennes et voilà que ce contexte-là a imposé ce changement. Alors en effet, accéder à tout moment à vos données sur n'importe quel outil connecté au sein de l'entreprise ou à l'extérieur devait être aujourd'hui une évidence. Offrir des services en ligne
est devenu une évidence. Acheter en ligne, payer des factures, faire des demandes d'autorisation de circulation donc en ligne et bien sûr assurer des réunions en ligne. Mais est-ce que vous pensez que les organisations tunisiennes, je me limite là à notre contexte, avaient le capital humain capable de virer du jour au lendemain vers ce monde virtuel? Je vous laisse un peu réfléchir à cette question. Peut-être que vous n'avez une réponse. Alors, en Tunisie, dans le monde arabe, ces révolutions politiques ont eu lieu, ont confirmé, c'est-à-dire la révolution, le printemps arabe, tout ça, donc ont confirmé qu'il y a une génération hyper connectée en train de prendre le relève. Donc, imaginons là, on est au sein de l'entreprise, et bien également au sein de l'entreprise, l'arrivée des nouvelles générations hyper connectées a bouleversé les modes d'accès aux informations, d'autant que la société est de plus en plus centrée sur l'ultra-réactivité et l'instantanéité des échanges. Mais il a fallu quand même former le personnel aux outils web pour assurer le télétravail. Certaines organisations se sont sorties vu qu'elles ont déjà développé les pratiques digitales de leur capital humain avant la crise. D'autres ont fait recours à leur expert IT en interne, le temps où, donc, au moment où le coronavirus a émergé. Et donc, sinon, ils ont fait recours à un expert IT de l'extérieur pour former leurs employés au nouveau mode de travail, c'est-à-dire au télétravail avec l'usage ou le recours donc aux outils numériques. Aux outils numériques. Je ne serai pas trop lent parce que trop longue là dans mon talk parce que j'aimerais bien recevoir vos commentaires donc et répondre en même temps donc à donc à, à vos commentaires si vous en avez déjà. Donc, du coup, je finis par dire que nos organisations ont technologiquement évolué en un laps du temps rapide pour sauver leur situation économique. Sinon, elles risquaient de faire faillite. C'est normal, il a fallu suivre la course technologique. Mais ce contexte, donc, nécessite également une réflexion plus ou moins minutieuse sur la sécurité des données. Et certainement, vous avez entendu parler ces derniers temps, parler de l'affaire de Zoom. Cette application donc, de visioconférence très populaire qui a été accusée d'être à l'origine des fuites de données personnelles. Et donc là, donc, il faut quand même voir réellement est-ce que donc nos données que nous sommes en train donc, de mettre en ligne, elles sont en sécurité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions ou des idées à partager avec moi, donc ça me fera énormément plaisir. Donc on a le temps encore donc pour aborder encore donc d'une manière plus approfondie cette thématique. Quelqu'un il a posé la question, il a dit mais quels sont les outils qu'on a beaucoup plus utilisés pendant une crise pour gérer donc une réunion bah, j'en ai déjà parlé, donc on parle tout simplement, donc je cite les plus utilisés, Microsoft Teams, ou donc il y avait à l'époque Skype, mais plus ou moins là, donc beaucoup plus d'entreprises ont eu recours eu recours donc à Facebook, plutôt à Microsoft Teams et à Zoom, mais sinon donc il y a d'autres donc outils, il y en a même une application en ligne en Tunisie, donc déjà, certains donc, ont remis en question la sécurité des données sur les applications à l'étranger, mais reste donc ces applications restent les plus utilisées donc, pour organiser des réunions en ligne. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions que je vois.
Je reçois là une question très courte. Alors, un conseil pour un passage au numérique en ligne rapide et efficace. Euh, le passage donc pourrait avoir lieu rapidement sans déjà faire attention à ça, étant donné, je vous ai dit à la fin donc de cette présentation que certains donc membres de l'équipe pourraient être déjà des gens qui ont des pratiques en ligne très développées. Ça se passe automatiquement, mais l'essentiel que l'entreprise elle-même elle aborde une stratégie de management donc basée sur l'usage du numérique, c'est-à-dire on se débarrasse plus ou moins du paperasse. Donc, on peut se limiter, limiter le nombre des réunions qu'on organise sur place, surtout s'il s'agit donc d'organisation de réunions sur plusieurs édifices. Donc, recours à l'outil en ligne, ça pourrait même donc nous faire gagner du temps. Et puis après, adopter donc les outils les plus sécurisés après n'oublions pas que former ou assurer plutôt des formations au profit de notre personnel pourrait être une étape très importante dans notre stratégie de travail parce que la continuité donc assurer plutôt des formations contenues pour les membres de notre équipe donc c'est un élément très important. Et ceci pourrait avoir donc le fait qu'on développe les compétences digitales de notre équipe, il pourrait avoir donc après un effet positif parce que le rendement sera meilleur avec le temps. Et il ne faut pas attendre donc à un résultat à court terme, mais il faut penser à long terme parce que quand on met en place une stratégie, ça devrait être mis en place à long terme. Et ceci fait partie donc de la stratégie globale de l'organisation. J'espère, Ahmed, j'ai bien répondu à ta question. On attend encore des questions. Je te passe. Il y a une question à laquelle j'ai déjà répondu. C'est pas évident que toutes les organisations réellement donc en Tunisie étaient prêtes à cette crise du coronavirus. Donc il y en a certaines qui avaient déjà un plan ou une stratégie claire, bien définie pour confronter une crise, alors que d'autres non, elles n'étaient pas prêtes pour ça. Et elles ont ces organisations qui n'étaient pas prêtes, elles ont pris du temps pour après mettre en place une stratégie de télétravail. Il y en a certaines d'autres qui réellement savent les outils technologiques pour assurer la continuité de leurs activités sans qu'il y ait un blocage. Voilà, donc comme ça, j'arrive à la fin de cette vidéo, de cette rencontre virtuelle. J'espère qu'elle était donc efficace. Pour ceux qui vont revoir la vidéo après, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Facebook. Et si vous avez des idées à partager avec moi, n'hésitez pas aussi de le faire. Et encore une fois, merci pour GoMakeUt pour cette invitation, en espérant réellement que les compétences ou le capital humain en Tunisie sera plus développé après sur le plan digital de façon qu'on n'aura plus besoin de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est hiérarchie. Donc on va se débarrasser de la hiérarchie au sein de l'organisation. On va se débarrasser de plusieurs entraves afin de faciliter le travail
au sein de l'organisation et surtout la communication et ce à travers donc un plan de management basé donc sur l'usage du numérique avec qui on arrive quand même à dépasser donc les enjeux du numérique. Merci pour votre attention. Voilà et très bonne soirée.